Par contre, est-ce que tu peux te tenir un peu moins droit? Parce que franchement, je vois à chaque fois le plan, mec. Ah ouais, mec. Faut que je me mette comme ça, genre. Mets-toi comme ça plutôt. Ah ouais? Bah oui. Vraiment? Mais si on coupe dans un plan, d'un coup, je vais monter. Bon, allez, on arrête, c'est bon. Allez. Aujourd'hui, on est en Italie, à Milan, pour l'ECMA, le plus gros salon moto d'Europe. Exact. Et si on est là, c'est pour établir un classement high-side, donc un peu subjectif, on va dire, de la meilleure nouveauté moto 2020. Voilà, donc on va voir les motos. Les femmes. Les motos. Les femmes sur les motos. Ouais, voilà. Allez hop. Oh. L'ECMA, ça veut dire Exposition internationale du cycle, du motocyclisme et de l'accessoire. En gros, l'un des plus importants salons moto au monde. Pour cette 77e édition, 800 000 personnes ont visité les 280 000 m² de stands. C'est immense. Mais il faut bien ça pour découvrir les 1887 marques présentes. Si ces chiffres vous donnent le tournis, rassurez-vous, on va vous faire découvrir les meilleures nouveautés de ce salon à notre façon. Et on commence par le stand Triumph. Le constructeur anglais présentait de nombreux modèles, notamment une très jolie Triumph Daytona en version limitée à 765 exemplaires. Une nouvelle Bonneville, une Truxton RS, en gros une Truxton R mais avec 5 kg de moins, mais surtout une très grosse moto. Bon, Triumph Rocket 3, Ouais. le plus gros 3 cylindres au monde. Avant, c'était une 2300 cm3, maintenant elle a pris 200 cm3, elle a perdu 40 kg. Gros power cruiser, c'est une sorte de gros dragster sur deux roues. Moi j'adore ces motos et je dois dire que je suis assez impatient de l'essayer. Avant je lui préférais la VMAX, mais là maintenant, plus légère, plus gros moteur, à mon avis ça va tabasser. Alors attends, plus légère c'est 40 kg de moins, mais de moins sur quel poids? Alors, l'ancienne pesait 373 kg tout plein fait, et celle-là donc 333. Ouais mais attends, c'est un moteur de bagnole. C'est normal Oui, qu'elle pèse mais le poids d'une bagnole. Oui, mais c'est même pas dit que tu le sentes en fait. Une petite bagnole. Tant qu'on était dans les grosses motos, on a décidé de faire un saut chez Harley-Davidson. Les Américains s'intéressent à de nouvelles catégories. Après la Livewire électrique, on a pu voir en vrai leur nouveau roadster, la Bronx. La marque annonce que ce bicylindre de 975 cm3 devrait développer 115 chevaux et être maniable et technologique. Ce serait une première chez Harley. Pareil pour leur Trail Panamerica de 1250 cm3, qui devrait sortir 145 chevaux et semble capable de rouler dans la terre. On a hâte de voir ça. Chez ses voisins et concurrents, on pouvait voir l'Indian Challenger, qui est l'un des premiers customs ultra technologiques. Centrale inertielle Bosch, 3 modes de conduite, corner ABS, traction control. De l'équipement rare sur un cruiser, mais pas de quoi nous exciter plus que ça. On a pu profiter des mignonnes déclinaisons de la FTR 1200, avant que Bader me traîne pour découvrir une nouveauté plus sportive. La nouvelle S1000 XR hérite des évolutions de la S1000 RR. Nouveau châssis et nouveau moteur. Elle promet d'être toujours aussi sportive et un peu plus confortable. Mais la vraie nouveauté, c'est la F900R, qui fait suite à la F800R. C'est une évolution quoi? Donc moteur, châssis, qu'est-ce que vous avez changé sur cette moto globalement? En 2 mots, rien à voir. Ah, ok. Autre concept, on arrive désormais sur un roadster sportif avec un design que je vous laisse apprécier, Ouais. dynamique, C'est sportif, vachement plus sportif qu'avant. c'est vrai. acéré, quelque chose de très agressif. Un produit aussi qui en termes de caractéristiques techniques n'a plus rien à voir puisqu'on est sur un bicylindre 900 cm3 de 105 chevaux et 92 Nm de couple. Et donc la R c'est pour la route et la XR c'est un peu plus trail. La F900R c'est le roadster et la F900XR, de ma foi, XR chez BMW, ce sont les trails routiers sportifs. Donc on a ces deux déclinaisons qui correspondent parfaitement à la demande aussi du marché français. Un écran TFT de série L'énorme sur les deux écran modèles. BMW. Exactement. Et puis toute la batterie de tout ce que l'on connaît sur les gammes supérieures. Shifter Pro, ABS Pro, Génial. éclairage de courbe adaptatif et puis l'ensemble Ah ouais, de donc tout elle ce que l'on éclaire connaît. l'intérieur des virages quand on Exactement. tourne. Ouais, par contre toutes ces aides électroniques c'est un peu cher. C'est clairement la bonne nouvelle. F900R est proposée à 8 870 € sur le segment des roadsters mid-size. La F900 XR à 10 995 €. Donc on est clairement sur un positionnement tarifaire ultra agressif. Et donc à ce prix-là, il y a le shifter downshift, l'écran TFT, tout Mais ça. non, c'est en option chez BM, tu le sais. L'écran TFT est de série, clairement, Ah. sur cette moto. Oui, tout à fait. T'as la grosse tablette, mais tout le reste, faut payer, c'est normal. Bon, Nathanaël, je dois dire que c'est pas mal. Parce qu'on a vu des stands bien pourris, honnêtement, avec des trucs qui font pas rêver. Là, je dois dire que c'est franchement pas mal du tout. J'ai plutôt hâte de l'essayer.
Bien qu'enthousiasmés par ces nouveaux modèles, nous avions encore pas mal de machines à voir. Et visiblement, un constructeur japonais avait quelque chose à nous présenter. La nouvelle Suzuki V-Strom 1050. C'est l'ADN Suzuki. Tout à l'heure, on parlait ensemble, tu parlais de DR. Oui, voilà. Il y a Ouais, c'est ça, parce que quand je la vois, j'ai envie de l'appeler la DR. Oui, exactement, le bec, le phare, même le design arrière. Clairement, on s'est inspiré de l'ADN Suzuki, de la DR 1988. Et puis le deuxième point fort de cette moto, je pense, c'est tout ce qui est électronique, passif et actif. On a beaucoup d'outils électroniques pour rendre la conduite très facile, très plaisante, mais sans que ça soit intrusif pour le conducteur. Donc ça va amener beaucoup de sécurité, de confort, des choses très simples. En côte, la moto, elle va se bloquer toute seule pour redémarrer. Ou en descente, elle va t'empêcher de faire des stoppies. D'accord, excellent. Par exemple, si tu es à 2 sur la moto, elle va contrôler au niveau des freins du moteur par rapport au poids de la moto pour avoir les bons réglages d'électronique. Toute seule. Toute seule. Moi, j'ai adoré une machine chez vous, c'était la DR 650. Ouais. J'en ai eu 3. Ouais. Est-ce qu'on peut rêver, imaginer un peu une V-Strom 650 inspirée du DR ou... Écoute, je peux pas tout dire, mais Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'on on a vraiment un très beau plan produit moto qui arrive, vraiment avec des super bécanes, où on repart d'une feuille blanche. Et donc, il y aura des choses bientôt à annoncer, mais on peut imaginer qu'effectivement, il y a quelque chose qui arrive, un trail léger, facile d'utilisation dans la gamme Suzuki. En attendant ces tout nouveaux modèles, Suzuki présentait également une mignonne SV650X, au look café racer plutôt réussi. Mais malheureusement, pas encore de quoi repartir avec le titre de nouveauté de l'année. Donc direction un constructeur qui normalement fait fort. Bon, François, on est à la recherche de la meilleure nouveauté du salon de l'EICMA. Alors Yamaha, vous avez fait... T'as vu son œil, il a fait ça. Années, il y a eu la MT-09, il y a eu la MT-07. Donc là, cette année, c'est quoi là? Voilà, fais-nous rêver là. Écoute, il y a un paquet de choses ici quand même. Alors je ne sais pas si vous allez trouver la meilleure nouveauté ici, mais en tout cas, première chose, nouvelle mouture du T-Max. Ok, laisse tomber, on se casse. Ok, ensuite, il y a quoi? Nouvelle mouture également de la Tracer 700. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça je sais Ça, que c'est vous, une super je sais que vous petite êtes En fan. plus, elle est belle. Hein. On a fait malheureusement un road trip à 2 en Italie. Et là-dessus. pourquoi malheureusement? Parce qu'il faut le subir lui. D'accord. Pas mal. Pas Bon, c'est pas l'Oscar de la meilleure. Bon, mais bon, ouais, t'as peut-être. Et un autre enfin, truc. le Tricity 300. Ici, sur lequel je vous sens complètement concerné. Je sais pas quoi te dire en fait. Non, mais après, c'est pas de chance pour vous là d'arriver là cette année comme ça sans. Bah, c'est pas de bol quoi. Pas de bol de Des quoi. fois ça tombe bien, t'as une nouveauté de dingue et puis là, bah, clairement, c'est pas le cas. Donc, Écoute, ça fait quand même pas mal tout ce que je en viens de tout te cas, dire. le stand est joli. Écoute, c'est pas trop mal. On va arrêter de te triturer, c'est déjà pas mal. Vous avez sorti des super machines dernièrement. Non mais honnêtement, la R1 il n'y a pas si longtemps. En septembre. Ouais, la Ténéré aussi qui fait pas mal parler d'elle. Pendant que Bader tente de s'excuser, nous repartons en direction d'une autre marque japonaise. Bon Pascal, on fait le tour du salon là à la recherche des plus belles nouveautés. Alors toi, tu bosses chez Shoei et apparemment vous avez ce nouveau casque. C'est le patron de Shoei France. Ah oui, oui. tu travailles là alors ouais. Comment ça s'appelle? Alors c'est le Glamster, c'est notre nouveau casque intégral néo-rétro. Ça veut dire quoi globalement, Glamster? Glamster. Un mec. Non, je pense que l'idée de base, après ce qui est important c'est le casque, mais bon l'idée de base quand même c'est la contraction de glamour et hipster. Non, mais là, Un hipster glamour quoi. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça l'idée. Ah ouais. Mais bon, voilà. Alors après, c'est plutôt pour nous un néo-rétro puisque l'idée de Shoei sur ce genre de casque, comme on l'a fait sur le Geo, notre Jet ou le EX0, c'est d'avoir un casque effectivement avec un look bien rétro, bien vintage. Par contre, derrière, avoir quand même des performances pour rouler en moto. Le design, tout ça, tout est fait au Japon? Tout est fait au Japon. On a le designer qui est là. On peut l'appeler. Hein. Chacun, non? Il veut pas serrer la main aux Arabes. Did you get your inspiration of Lego? Lego? Lego. Lego helmet. Lego. 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 C'est- No Lego. Comment on dit No Lego en Lego. japonais? No Lego? No Lego. Lego. Un peu Lego quand même. Giugiaro. C'est quoi? C'est les Lego japonais? Ah merde, ok. Ok, good design, good Lego design. Ah, thank you. Welcome. Tant que nous étions dans les casques, c'était l'occasion de faire un tour chez AJC pour découvrir leur RFA 11, désormais décliné en fibre de carbone. Toutefois, la grosse nouveauté était le F70 et son design pour le moins affûté.
Outre les kits intercom, on retiendra aussi ce système de caméra d'action pour le moins décalé. Autre surprise, la présence de la marque Aston Martin, qui présentait la AMB 001. Si la base est une Brouve supérieure, celle-ci se voit dotée d'un turbo et de pièces en carbone et titane. Résultat, 180 chevaux, 180 kg et 108 000 €. Mais bon, encore faut-il qu'elle soit produite un jour. Un autre constructeur de voitures était présent, Peugeot. Et Bader a une façon bien à lui de nous introduire sur le stand. Après les véhicules tristes à 4 roues, les véhicules tristes à 2 roues avec les scooters, ils se mettent enfin à faire des vrais véhicules, c'est-à-dire des motos. Exact, ils arrêtent la voiture. Apparemment, le 3008 se vend plus du tout. Du coup, ils investissent enfin dans le bon créneau. Il y a la dame de Peugeot qui me regarde de travers. C'est un concept français. Tout à fait. Le design est fait en France, Design français, développé en France. moteur français. Mais c'est un prototype. Mais en tout cas, voilà, donc c'est pratiquement prêt. Tu as une petite gueule, hein. Ouais, c'est mignon, c'est pas mal. Franchement, c'est Moi, perso, Alors- le guidon, je l'aurais pas mis comme ça. D'ailleurs, je pense qu'il a été mal monté en c'est fait. le standiste qui a dû mettre le guidon comme ça parce que là, on peut. Ah bah là, D'ailleurs, regarde sur la photo, le guidon il est normal. Du coup, je pense que pour conclure, on va leur mettre le guidon bien. t'as de quoi. Ils sont français, il faut qu'on les aide quoi. Hein, Mais t'as j'ai une clé toujours deux ou trois trucs. Voilà, Voilà, attends. voilà, mets-toi bien. Attends. Non, plus bas, plus bas. Plus haut, plus haut. Top. C'est bon? Voilà, donc c'est comme ça qu'il C'est faudra. vrai. Non mais après c'est normal, vous commencez, hein. Nous aussi on a commencé un jour. Bon, Putain, on a participé au développement de la prochaine moto Peugeot, quoi. c'est vrai ça. Ouais. On peut dire qu'on l'a un peu développé du coup. Un petit autocollant high-side sur la moto définitive. Bah, elle est vachement plus jolie comme ça, hein. Ah, attends, y aller. Non mais on va pas faire un jeu aux soupapes non plus, c'est bon là, on va peut-être y aller. Sur cet élan de développement technologique nationaliste, nous nous dirigeons vers les allées du style, chez nos voisins italiens. Chez Aprilia, la nouveauté s'appelle RS 660. Si vous leur demandez, les Italiens vous diront que cette moto n'a pas un bicylindre parallèle, mais un V4 coupé en deux, développant 100 chevaux. Ce qui au fond revient un peu au même. Derrière son look soigné, se cache une électronique de pointe et une partie 6 sportive, mais pas trop extrême. Une sorte de liaison entre les machines de débutants et les hypersportives. À essayer donc. Et dans le registre des sportives accessibles, Ducati propose ça, la Panigale V2. L'électronique et le look de la Panigale V4, mais 59 chevaux de moins et une position de conduite plus relaxe. Mais la vraie nouveauté, celle que l'on attend tous, c'est celle-ci, la Street Fighter V4. 208 chevaux, 176 kg et une seule question. Vous pensez vraiment qu'il y a des gens qui ont besoin d'un roadster de plus de 200 chevaux? Il y a des gens qui ont besoin de tout, qui ont besoin des voitures qui font 1000 chevaux aujourd'hui. Donc C'est vrai, on c'est est capable de tout. Ce qui est important, c'est qu'on garde une utilisation facile. On garde une utilisation qui est simple et efficace. On peut se faire plaisir sur la route. Et je le disais, Street Fighter, c'est pour les rues, c'est le combattant des rues. Et il va être capable d'être aussi à l'aise en ville que sur circuit. 208 chevaux, pardon, des ailerons. Exactement. Alors les ailerons, ça ne va pas plaire à S-Side, mais c'est aussi pour réguler l'aérodynamisme et notamment tout ce qui est c'est gestion excellent. Bah oui, du oui, wheeling. Donc ça, C'est la première fois qu'on voit des ailerons sur un roadster. Bon, excellent, je crois qu'on en a trouvé une déjà. Ouais, grosse prétendante. Ouais, grosse prétendante. Ouais. On va continuer notre petit tour du salon. Et là, franchement, vous avez marqué des gros points. ah c'est cool, Vous merci avez en tout marqué cas. des gros points. Pour en finir avec l'Italie, passage obligatoire sur le stand MV Agusta. S'il n'y a pas de grosses nouveautés, on était content de redécouvrir la magnifique Brutale 1000RR, déjà présentée l'an dernier. 208 chevaux, 186 kg, des ailerons et une sacrée concurrente à la Street Fighter. Bonne nouvelle aussi que d'apprendre que la Super Veloce devrait être produite en série. Un jour, peut-être. Après cet interlude artistique, Bader voulait me présenter quelqu'un. Ok, donc on est avec Boris Chambon qu'on ne présente plus, qui est en charge du développement des produits chez Five. Donc c'est une marque de gants française et d'ailleurs c'est eux qui fabriquent le gant le plus cher du marché. Donc moi je roule avec, j'adore, mais tu vas nous expliquer pourquoi il est cher et pourquoi il est cool. Alors déjà il est cher, pourquoi? Parce que c'est le gant le plus protecteur qu'on puisse trouver aujourd'hui sur le marché. Notamment c'est très simple, par exemple sur le dessus du gant on utilise un carbone composite qu'on peut retrouver sur les Formule 1, sur les MotoGP et dans l'aviation. Ok. Donc déjà si juste on enlève ces trois pièces là qui sont faites en carbone composite,
on peut enlever 100 € sur le prix public. Ouais, parce que je crois que le gant il est à 450 €. Il faut savoir que ce gant, on a mis 5 ans à le développer avant de le sortir. C'est une forme de gant qu'on voit beaucoup, c'est-à-dire qu'elle est quand même assez copiée. Enfin, moi j'ai vu des copies malheureusement. Mais c'est quoi la différence entre les copies et le vrai gant? C'est pas du vrai carbone. Et malheureusement, j'ai fait le tour du salon et j'ai retrouvé les coques sur pas mal de gants de la concurrence. Mais voilà, il faut savoir que nous, nos coques, les vraies coques sont faites en Italie. Les copies, elles sont faites dans un autre pays, on va dire, pour pas le citer. Mais à la limite, tu vois, c'est comme... quelque part, on est content parce qu'on se dit que si on est copié comme ça, c'est que finalement, on a fait du bon boulot, quoi. Tant que l'on était en France et dans les belles pièces, on est passé chez Béringer, qui présentait leur nouvel étrier haute performance. Plus petit, plus léger et plus beau que l'ancien. Ensuite, on a enchaîné avec une fracture de la rétine chez Rotobox. Ce fabricant slovène de roues en carbone présentait le modèle Bullet. Si elles ont un look et une finition à tomber par terre, elles sont surtout en moyenne 50% plus légères que des roues traditionnelles. Un produit qui change le look et les performances. Tant que nous étions dans la technologie, on en a profité pour faire un crochet chez Furigan. Dans leur laboratoire ludique, ils nous présentent une de leurs nouveautés, un gant chauffant connecté. Il ne suffit plus que d'un seul bouton pour régler les deux gants. Donc c'est-à-dire que là, on va démarrer les gants en mode low, en mode medium, en mode high. On voit que les gants répondent à l'application. Excellent. Mais ça fonctionne aussi directement sur les gants. On les éteint, on les allume et on change les modes et ils se répondent l'un l'autre. Donc de cette manière-là, on peut utiliser un seul bouton pour régler les deux gants. Ok, donc simultanément, si tu appuies sur l'un, il applique le réglage du premier. Exactement, exactement. L'intérêt étant de pouvoir garder la main sur la commande de frein et oui, parce que quand tu règles gauche, il faut que tu enlèves les gaz. Tu dois éviter les gens sur l'autoroute, ça pour prendre 20 degrés de plus. Ouais, exactement. Ça m'est arrivé plusieurs fois. En outre, cette application permet également de programmer l'allumage des gants pour les chauffer automatiquement avant de les enfiler, de régler très précisément le niveau de chauffe ou encore de les contrôler par commande vocale via son kit intercom. En plus, on pourra les renforcer au fil du temps par de nouvelles fonctionnalités grâce à l'application qui va servir de pont pour mettre à jour la carte mère du gant. En fait. D'accord. Ouais, c'est assez impressionnant quand même. Bah putain, je te demande, t'as un truc où j'ai pas produit de ouf. C'est chiant avec ça. Hein. Je t'ai dit que j'ai que Une fois que Bader eut fini de se plaindre du fait que les produits de David étaient trop bien, nous avons visité un autre fabricant d'équipements moto. C'est une marque anglaise. À la base, c'est la marque d'un distributeur, un gros distributeur sur le marché anglais, qui distribuait des produits haut de gamme. Et ils se sont rendus compte, donc il y a 30 ans de ça, qu'il y avait un manque sur le marché anglais en termes de niveau milieu de gamme pour un bon rapport qualité-prix. Et ils ont créé leur propre marque, Rhino Sport Technology. Et c'était trop long, donc ça a été condensé dans RST. Et Rhino, ça veut dire quoi, Rhino? Rhinocéros, donc on a des fois une panthère, on a un ours, ben là c'est un rhinocéros. C'est genre pas en cuir de rhinocéros quand même? Non, quand même pas, ils sont pas allés jusque là. T'as des questions toi? Du coup, c'est plutôt une marque sportive? À la base, oui, c'est une marque sportive. Il faut savoir que le propriétaire de la marque ainsi que toutes les personnes qui bossent sont hyper impliquées au niveau de la compétition. Johnny Tower, qui est le propriétaire de la marque, roule encore aujourd'hui, notamment en TT. Il est pilote de développement pour Norton et il fait aussi le championnat d'endurance classique. Là, vous avez une nouveauté? Oui, la grosse nouveauté, c'est que l'airbag, comme chez d'autres marques, arrive chez RST, mais avec une approche différente de ce qui se fait sur le reste du marché. Les autres ont plutôt une approche gilet, avec ensuite par-dessus on met un vêtement classique. Là, l'approche d'RST, c'est d'intégrer directement l'airbag dans la conception même du vêtement. Tu peux le déclencher là? Il n'y a plus qu'à, oui, ça, il n'y a pas de problème, on peut le faire exploser, il n'y a pas de souci. Ah, on va faire exploser Adrien. Bah, vas-y, je t'en prie, mec. Vas-y. C'est bon, ça va partir là. 2, 3. Ah, quand même. J'arrive pas à parler. Excellent, bah merci pour la démo, c'était cool. Avec plaisir. Après cet interlude, nous voilà relancés dans la quête de la nouveauté de ce salon, avec un passage obligé chez KTM. Les Autrichiens présentent 3 nouvelles machines.
un petit trail de 158 kg, la 390 Adventure. Mignonne, avec de vraies suspensions et des assistances électroniques satisfaisantes. Côté roadster, la Duke 890R est une version affûtée de la Duke 790. 16 chevaux de plus, 3 kg en moins et une partie cycle optimisée. Elle devrait être meilleure dans tous les registres, sauf celui du prix, qui passe aux alentours de 12 000 €. Et enfin, la 1290 Super Duke R. Si visuellement elle ressemble beaucoup à la version précédente, son nouveau cadre est plus rigide et tout le reste du châssis a évolué. Avec son moteur qui développe désormais 180 chevaux, elle devrait concurrencer les autres gros roadsters qui débarquent cette année. Juste à côté, chez Husqvarna, peu de nouveautés, si ce n'est un concept de trail sportif, la Norden 901. Animé par le moteur LC8 de 890 cm3, son châssis ressemble à celui de la KTM 790 Adventure, avec une roue de 21 pouces à l'avant et de 18 à l'arrière. À surveiller donc. Mais assez de suspense, il était temps d'aller voir une machine que tout le monde attendait. On est sur le stand Kawasaki et la grosse nouveauté Kawa, c'est la ZH2. Et ouais, c'est gros malade en fait. Ils ont pris le compresseur de la H2 et ils se sont dit on va le mettre dans un roadster. Alors le truc c'est que j'ai pas mal défendu cette moto sur papier quand je l'ai vue en photo. Ouais. Parce que tout le monde a critiqué le design quand elle est sortie. Et je dois dire que je regrette tout ce temps que j'ai passé à la défendre. Elle est franchement pas super mignonne, on peut le dire. La finition c'est pas top, il y a des fils partout. Bah tu vois, moi je la préfère quand même. Je la trouve plus jolie en vrai qu'en photo. Ouais, mais t'as toujours été super bizarre en fait. Non. En fait, faut que tu sois toujours à contre-courant. Non. J'ai l'impression que tu fais exprès de me contredire en fait en permanence. Si, non. Si mec, si. Regarde, c'est ce que tu es en train de faire. En tout cas, bref, passons sur le design. Ce qui est important, c'est que là on a un gros roadster méchant, 200 chevaux, 14 mètres kilos de coupe, 239 kilos. Faut pas la comparer avec la Street Fighter, ça n'a rien à voir. C'est pas un roadster sportif, c'est un roadster, on va dire. C'est quand même un roadster de 200 chevaux. Oui, mais ça veut pas dire qu'il est sportif. Ça veut dire que c'est un sport, on va dire un roadster à sensation. C'est genre un truc qui accélère fort, qui cabre. Oui. Voilà. C'est pas un truc qui est censé faire des chronos sur piste. Oui, la nuance est vraiment légère. C'est quand même important. Je veux dire, tout le monde a défoncé la moto quand elle est sortie parce que Ducati venait juste de communiquer sur des chiffres qui étaient beaucoup plus impressionnants. Là, c'est pas une sportive décarénée. C'est vraiment juste un engin à sensation et c'est ce qu'elle est censée faire. C'est vrai que s'ils avaient voulu concurrencer la Street Fighter, ils auraient pris une ZX-10R. Voilà. Ils auraient fait comme la Street Fighter avec la Panigale. C'est pas le cas. C'est autre chose. C'est pas comparable. Donc moi je dis essayons avant de juger. Même si c'est ce qu'on vient de faire pendant 2 minutes. Oui, voilà. Oubliez ce qu'on vient de dire. Voilà. Alors que le salon se vide, on se rend sur le dernier stand à visiter, celui du plus gros constructeur mondial. On attendait le réveil de Honda, ça fait, 3 siècles qu'on attend ça. Donc non, quand même pas, mais on se dit allez, ils vont se réveiller, ils vont nous sortir un truc de fou à la mesure de cette marque. Et là, ça y est, elle est là. En effet, on l'attendait depuis quelques années. Honda revient avec une toute nouvelle Fireblade, donc une CBR 1000 RR. Alors c'est quoi le troisième R? Il sert à quoi? Alors pour renforcer le côté racing de la moto. D'accord. Donc moteur 100% nouveau, 25 chevaux de plus que la version précédente. Donc on arrive à 217,5 chevaux. C'est ça, 160 kW pour ceux qui veulent faire aussi la conversion. Ouais. Donc en fait, Honda a travaillé sur un tout nouveau moteur en partenariat avec les équipes du HRC. C'est vraiment un travail commun pour utiliser les technologies issues du MotoGP pour augmenter la puissance du moteur, mais aussi ça a permis de réduire le moteur en termes de dimension et après ça, Honda a développé un tout nouveau châssis. Du coup, le Total Control, c'est fini. Alors en effet, notre nouvel ingénieur nous a dit voilà, le Total Control, c'est l'histoire ancienne. Maintenant, les clients attendent des motos très exclusives, très performantes et du coup, en effet, l'idée c'est d'avoir une moto qui est dédiée à la piste très principalement. Oui, parce qu'il faut quand même expliquer la notion de Total Control. Ouais. Honda a toujours mis un point d'honneur à rendre les motos faciles d'utilisation, sécuritaires, oui. On peut le dire, oui, c'est vrai. Et accessibles, même dans les catégories hyper sport. Et donc là, ça y est, ils se sont dit, bon, vu que tous les autres constructeurs font n'importe quoi eux aussi, nous aussi on va se lâcher et on va faire un truc de malade. Et est-ce qu'on peut s'attendre du coup à ce que cette philosophie soit aussi présente dans d'autres modèles? Alors, pas forcément, parce que là on parle d'une moto qui est faite pour la piste, donc sur une utilisation très spécifique. Honda, dans sa philosophie, tente de continuer de fournir des motos qui soient exploitables pour le plus grand nombre. Mais avec celle-ci, on passe quand même dans une catégorie de motos
plus exclusive quand on voit les dimensions de la moto et les performances annoncées. On devrait avoir un petit peu plus de fil à retordre. Et tant mieux. Bon, alors tu sais pourquoi on est là, tu connais un peu Highside, tu connais un peu l'ADN du programme, tu sais qu'on aime bien tout ce qui est un peu fun, original, performant. Et donc on était sur ce salon pour essayer d'élire la moto la plus folle de l'EICMA 2019. Et je dois te dire que c'est un peu serré. Ah. Enfin c'est un peu serré parce qu'on va dire il y a une autre moto qui est un peu folle sur ce salon. On doit en discuter, lui et moi. On doit distribuer les points, mais là j'avoue que... Enfin moi mon choix est fait, mais bon, j'en dis pas plus. Faut qu'on en discute avant. En tout cas, Sans grande surprise, Bader et moi étions incapables de tomber d'accord pour savoir si la Ducati Street Fighter V4 ou la Honda CBR 1000 RR était la meilleure nouveauté de ce salon. Alors on a demandé l'avis à une personne bien plus importante que nous. bon, là pour conclure ce salon magnifique, on est avec Giacomo Casartelli, le directeur exécutif de l'EICMA. On va lui poser quelques questions et surtout il va nous aider à prendre notre décision sur la nouveauté 2020. Adrien, je te laisse parler parce que tu parles mieux italien que moi. Oui, siamo andati in giro nell'esposizione e per trovare la novità dell'anno 2020, ma è difficile di scegliere, dunque forse può aiutare. Secondo lei qual è la novità di questo salone? Sono tante le novità. All'interno di EICMA sono presenti tutte le aziende più importanti al mondo. I modelier, i concept e le world premiere che sono state presentate hanno in ogni singolo segmento in cui operano un grande valore. Quindi non c'è una vera e propria novità. Questo è un luogo in cui la novità è essere in questo luogo e poter rappresentare ed esporre il frutto del proprio lavoro. Personalmente molto appassionato di Superbike, però come sostengo sempre... Superbike. J'ai compris que ça. C'est la sportive alors. Oui, on dirait. Mais il faut pas dire la marque. Oui, enfin dans l'absolu, il préfère les sportives. Però, come amo sottolineare, sono un amante delle super sportive, però ho cominciato ad andare in moto da piccolo e tutto ciò che rappresentano il mondo delle due ruote, siano esse Superbike, Naked, Super Enduro, Motocross, Trial, per me è passione. Io sono felice quando sono in sella alle due ruote, siano esse moto o bici. Ok, bon. Et il les aime toutes en gros. Oui, forcément, voilà. C'est la réponse un peu politique, mais c'est normal. Merci beaucoup, Giacomo. Merci. Merci infiniment. Merci. Et merci pour ce magnifique salon. Les gars, ça y est, nous on a notre réponse en tout cas. Bah oui. La nouveauté 2020, c'est bien la CBR. N'hésitez pas à venir voir ce salon magnifique tous les ans en Italie, le plus grand d'Europe. Oui. Mais il est juste derrière le plus grand des US, donc on pourrait dire que c'est le plus grand du monde, hors États-Unis. Ouais. Bah, c'est vrai. Peut-être qu'en Asie aussi, ils en ont des Non, gros, ils sont tout petits là-bas. Le truc de Tokyo, c'est minuscule. Non, c'est pourri. C'est pourri, j'ai vu les photos, c'est nul. Ok, bah venez à celui-là. Venez à l'EICMA, c'est cool. Et puis Tokyo, ça fait loin. Oui.